La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 3, Sciences. Chapitre 1. La science. Une planète appelée Terre. Rapidement résumé, notre planète est une sphère rocheuse, recouverte, à plus de 70% d'eau, possédant une zone magmatique et un noyau central métallique, qui, par sa rotation, crée un champ magnétique protecteur des vents solaires. Tournant sur elle-même d'une part et autour d'une étoile d'autre part, notre planète que nous appelons la Terre, possède une atmosphère. C'est sa force gravitationnelle qui lui a donné sa forme sphérique. Elle possède un satellite naturel, la Lune, qui gravite avec elle et autour d'elle. Elle fait partie d'un système planétaire à l'intérieur duquel gravitent 4 planètes telluriques, rocheuses, qui sont les plus proches de notre étoile. Puis, une zone, faite de débris, qui orbite au-delà de la planète Mars, qui est une ceinture d'astéroïdes difformes. Puis, 4 planètes gazeuses de gros volume, possédant plusieurs satellites et ceintures de débris, et les 2 plus éloignés qui sont glacées. Et pour terminer, une dernière ceinture, très vaste, constituée essentiellement de corps glacés et de planètes naines. Tout cet ensemble de satellites gravitant autour de notre étoile est enveloppé par une boule de matière. Ce système planétaire est situé sur une extrémité interne d'un des 2 bras de notre galaxie. Les étoiles sont, soit d'un volume identique à notre Soleil, soit d'un volume très différent de notre étoile. D'ailleurs, beaucoup d'étoiles fonctionnent en couple. Ces étoiles se forment à partir d'immenses amas gazeux d'hydrogène, appelés nébuleuses. C'est l'effondrement gravitationnel qui va engendrer les proto-étoiles, suivi de la fusion thermonucléaire qui garantira la stabilité de la masse de l'étoile. Elles seront naines ou géantes. À la fin de la fusion nucléaire, les étoiles les plus importantes explosent en nébuleuses ou en supernovae. Leur effondrement crée la matière et la formation des éléments qui permettra la réalisation chimique des futures générations stellaires. Ces éléments seront constitutifs à la création des briques de la vie, telle que nous la connaissons sur notre planète. Il apparaît que tous les objets, dans l'univers, sont soumis à la gravité. La gravité signifie que chacun des corps célestes est attiré par un autre ou plusieurs autres, plus ou moins proches et plus ou moins volumineux. Une rotation maximale peut engendrer une densité maximale qui a pour conséquence, à terme, en ce qui concerne certaines étoiles massives, à une explosion, puis à une hyperconcentration de leur matière résiduelle, dont la conséquence est d'empêcher la lumière de s'en échapper. Ces zones qui sont hypermassives sont dotées de forces gravitationnelles hyperpuissantes et leur attractivité absorbe tout ce qui est à proximité de leur gravitation. Cette étoile devient alors un objet noir absorbant absolument toute la matière se trouvant à proximité. Il en existerait un très grand nombre dans chaque galaxie et dans chaque centre galactique, de très grands volumes, autour duquel chaque galaxie semble graviter. Tous ces processus s'effectuent à différentes échelles de temps. De ce fait, des systèmes planétaires sont encore en construction, pendant que d'autres n'ont pas encore commencé leur organisation, et que d'autres ont déjà disparu. Beaucoup de ces systèmes sont bien plus anciens que le nôtre. De grands nombres d'étoiles sont réunies en amas, ce qui n'est pas le cas de la nôtre, qui semble être indépendante. Un amas de plusieurs milliers d'étoiles a un champ de gravité spécifique. Notre galaxie pourrait contenir à peu près 100 milliards d'étoiles. Il s'agit d'une galaxie très modeste dans son volume en comparaison d'autres galaxies beaucoup plus importantes. Pour ce qui est de la structure de l'univers, tout y est tellement gigantesque, à notre échelle, qu'il nous est très difficile de nous représenter son organisation. Il nous faut la ramener à notre niveau de compréhension. La toile cosmique, c'est ainsi qu'est appelée l'apparente organisation des impressionnants amas de galaxies, serait entourée d'une matière noire, appelée ainsi parce que nous ne la voyons pas, bien que nous soyons conscients de sa réalité. Il apparaît que la gravité est insuffisante pour maintenir l'univers dans son état.
La cohésion des galaxies n'est possible que par l'existence de cette matière que nous ne voyons pas. C'est ce qui explique la vitesse constante de la rotation des étoiles, à l'intérieur des galaxies, quel que soit leur niveau d'éloignement, par rapport au centre de ces galaxies. La force gravitationnelle, en l'occurrence, n'a donc pas d'influence. Ce qui est vrai, à l'échelle d'un système solaire, également appelé planétaire, concernant la vitesse de rotation proportionnelle à l'éloignement du centre, ne l'est plus, à l'échelle galactique. Une masse cachée permet donc aux étoiles de se mouvoir à la même vitesse, quelle que soit leur position, sans risquer d'être éjectées. C'est cette anomalie, parmi d'autres, qui nous permet d'appréhender l'existence d'une matière, ainsi indétectable. Nous ignorons son origine et sa nature. Nous ne pouvons comprendre sa réalité qu'en constatant ses effets sur la gravitation et son environnement. Cette conséquence est appelée la déformation de l'espace-temps, produit par la matière, ou effet de lentille gravitationnelle. Un objet étant suffisamment dense et massif pour courber les rayons lumineux. On appelle ce phénomène la déformation d'arc gravitationnel. Il est, de ce fait, possible d'évaluer le volume et la densité de la matière noire qui entoure les galaxies et de la détecter. C'est ce qui permet de mesurer et d'évaluer sa présence. C'est le phénomène de distorsion qui permet de comprendre sa réalité. Cependant, sa matière n'est pas constituée d'atomes et elle nous est complètement inconnue. Il s'avère que l'univers ne nous apparaît pas muni d'un centre et que sa composition décelable représente moins de 10% de sa masse globale. La théorie de l'univers physique ne décrit donc qu'une toute petite partie de cet univers. Il nous faut aussi comprendre que, quelle que soit la position d'un observateur dans un quelconque endroit de l'univers, il se considérera toujours situé au centre de cet univers. Les simulations, par ordinateur, permettent de comprendre la réalité de l'intervention de la masse noire, dans la réalisation de notre univers physique. Nous sommes, à l'exemple de l'univers, constitués d'atomes, mais de quoi d'autre encore serions-nous constitués ? Puisque nous ignorons la nature même de l'essentiel de notre univers, nous pouvons considérer que nous sommes, nous aussi, constitués d'un autre type de matière que nous ignorons. Cela nous donne au moins la conscience de notre niveau d'ignorance. Cette présence, invisible à nos moyens de détection, mystérieuse, à notre domaine de compréhension, constituerait, au moins, 90% de la masse globale de l'univers. Les amas de galaxies semblent être reliés entre eux, à l'image des neurones de notre cerveau, comme si ces galaxies pouvaient communiquer entre elles. Il y a aussi des rassemblements de ces amas de galaxies, appelés des superamas. La gravitation les retient ensemble et elles tournent en orbite les unes autour des autres. Notre galaxie elle-même appartient à un amas galactique qui lui aussi fait partie d'un superamas. Cependant, des régions de l'univers ne possèdent pas de superamas galactiques. La structure de la toile est donc constituée d'agglomérations de galaxies et d'agglomérations de vide. Les galaxies sembleraient pouvoir se former à partir de bulles énergétiques extrêmement chaudes. Nous pouvons, là aussi, faire une comparaison avec la réalisation de la structure neuronale du cerveau. Il s'agirait d'une constante dans l'organisation de la matière. C'est en raison de ces particularités que l'univers est dénommé toile cosmique. Il convient, toutefois, de considérer qu'il s'agit d'une structuration exponentielle, se répandant dans toutes les directions. Cette organisation remonterait à l'origine de la réalisation de l'univers, à son point zéro. Tout cela se serait alors mis en place, de la même façon que tout se met en place, à l'intérieur d'un œuf qui a été fécondé. Cependant, l'architecture de cette toile cosmique présente la particularité de ne pas avoir une structure continue dans l'espace. En effet, la toile de matière cosmique ou structure filamenteuse n'a pas une force gravitationnelle assez puissante pour la maintenir en un seul endroit. Le seul moyen que nous avons d'appréhender sa réalité, c'est sa forme gravitationnelle. C'est le comportement des objets qui remplissent cette matière qui nous permet de l'identifier. Mais, comme rien n'est simple, à notre niveau de compréhension, un autre élément est, lui aussi, indispensable à la concrétisation de cet univers physique. Il s'agirait d'une force, l'énergie noire,
qui apparaît devoir constituer les 3/4 de l'énergie de notre univers. C'est là un mystère encore plus incompréhensible que celui de la matière noire. C'est la prise en considération de cette énergie fantomatique qui permet d'expliquer que l'univers, au lieu de ralentir son expansion, comme il était logique que nous le supposions, ne fait que l'accélérer. Il s'agirait d'une propriété spécifique à l'espace, dont nous ne comprenons rien de sa réalité. Il s'agirait d'une force de répulsion s'opposant à la force de gravitation. Cette énergie noire constituerait 70% de l'ensemble de l'univers. En conséquence, nous ignorons, tout simplement, de quoi sont faits les 95% de notre univers physique. Les lois et nos enseignements de la physique classique, concernant la gravité et la relativité générale, ne permettent pas de nous donner une explication rationnelle sur sa réalité et sur notre vision du cosmos. Pour comprendre ce qu'est notre univers physique, il nous faut le ramener à notre échelle de compréhension. Ainsi, l'existence de l'univers peut, pour nous être compréhensible, être découpée en 12 mois. Afin d'en comprendre sa structure, dans le temps, par rapport à notre propre existence, dans cette échelle de temps, 2 de nos secondes représentent 10 siècles. Nous allons considérer que la réalisation de l'univers s'est concrétisée au point zéro ou estimée comme telle. Au cours du premier mois, des galaxies se sont organisées, c'est-à-dire que des amas d'étoiles se sont réunis. La principale quantité des galaxies s'est ainsi organisée. Une galaxie étant constituée de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Leurs formes sont variées et certaines se télescopent. Elles font, elles-mêmes, partie d'un ensemble de plusieurs galaxies. Au cours du second mois, c'est notre galaxie qui a pris forme. Il s'avère aussi que la majorité des étoiles, si ce n'est la totalité, représentent elles-mêmes un ensemble. En effet, autour de chaque étoile s'est organisé un système planétaire à peu près comparable au nôtre. Plusieurs planètes, telluriques ou gazeuses gravitant autour d'un astre produisant de l'énergie. Toujours dans notre échelle de temps de 12 mois, le 9e mois voit apparaître notre système solaire. Le 7 décembre, après diverses évolutions, l'atmosphère terrestre se compose exclusivement d'oxygène. Quelques jours plus tard, une vie commence à se développer dans l'eau. 10 jours plus tard, c'est l'apogée des dinosaures et des petits mammifères. Le 30 décembre, les dinosaures disparaissent assez brutalement. Le dernier jour du mois de décembre, l'humain préhistorique commence à se répartir sur la planète et à y évoluer. À 10 secondes de minuit, l'esprit créatif de l'humain a créé l'écriture et les pyramides. Telles sont nos déductions actuelles. Et, toujours dans cette échelle de temps, notre planète sera détruite le 15 avril de l'année suivante. C'est parce que notre étoile sera devenue une géante rouge et que sa circonférence de rayonnement aura anéanti la Terre, notre planète. Notre système planétaire aura cessé d'exister, dans la seconde qui suit. Théorie. Un certain nombre de théories, élaborées à partir de schémas mathématiques, vérifiés dans leur réalité, par les expérimentations, ont permis de nous expliquer le fonctionnement de notre univers physique dans sa conception, apparemment, infiniment grande. Les principes de gravitation, les raisons des trajectoires qui sont courbes, la propagation des ondes. Ce sont là des équations qui expliquent la mécanique, appelée classique, permettant ainsi de prévoir le comportement des éléments en présence dans l'univers astronomique, avec certitude. Tout apparaissait ainsi parfaitement logique, par des explications donnant la nature fondamentale du monde physique. Toutefois, nos tentatives d'explication sur le fonctionnement de la lumière ont abouti à des résultats pouvant mettre en doute certaines de nos certitudes. La physique permet de comprendre ce que l'on appelle les phénomènes naturels et de déterminer des lois. Des unités de référence sont alors utilisées, comme la gravitation universelle. Par exemple, il a été défini que le temps n'était pas une valeur absolue, mais relative, dans le sens où il dépend de la vitesse et de la zone d'observation. Ce phénomène s'appellerait la dilatation du temps. Il découle de cette observation que ni le temps ni l'espace ne peuvent être des valeurs absolues. L'espace et le temps peuvent apparaître différents pour deux observateurs et sont liés aux différentes vitesses des observateurs.
Cette théorie a été appelée la relativité restreinte. La compréhension actuelle de l'univers réside dans le fait que l'on est parvenu à établir une théorie cohérente de sa naissance supposée jusqu'à son apparence actuelle. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une gravité variable? Pour simplifier, il est commun de dire que l'univers est d'abord constitué d'atomes, mais ces objets entrent aussi dans notre composition. Tout, dans l'univers, serait constitué d'atomes. C'est l'unité de fabrication. Mais ce n'est pas aussi simple. En effet, 96% de notre univers ne correspondrait pas à cette construction. La stabilité des galaxies, évaluée à plusieurs milliards d'exemplaires au sein de notre univers, semble poser un problème. Ce sont, plus exactement, des modélisations de cet univers qui auraient révélé des anomalies dans notre compréhension classique de son organisation. En effet, les galaxies, ainsi construites virtuellement, ne sont pas stables, cela laisse présumer que pour que leur stabilité soit assurée, il faut que de la matière assure leur gravité. Une notion, celle de la matière noire a, de ce fait, été prise en considération. Elle permet d'expliquer la stabilité des galaxies. Seulement, comme son nom l'indique, cette matière est invisible et jusqu'alors impossible à détecter. Pourtant tout obéit à la gravité. La vitesse de rotation d'une planète, autour d'une étoile, est fonction de sa masse et de sa distance par rapport à celle-ci. Cette courbe de rotation est en fonction de la force gravitationnelle exercée par le volume de l'étoile. Les galaxies fonctionneraient, elles aussi, de la même façon. Sauf qu'il faut alors prendre en considération qu'il s'agit des étoiles, contenues dans cette galaxie, qui gravitent autour d'un centre galactique, appelé trou noir, dont le champ gravitationnel est particulièrement intense. Toutefois, des anomalies constatées laissent supposer l'existence d'une matière invisible. Cette matière, qui est appelée matière noire, semble avoir une masse. Cette masse exercerait une force de gravité sur les objets situés dans la galaxie. La masse des étoiles et des objets présents dans chaque galaxie ne représenterait qu'un cinquième de la quantité nécessaire au maintien des galaxies dans l'univers. Des particules, encore hypothétiques et qui seraient dotées d'une masse, pouvant exister dans tout l'univers, pourraient constituer les composants de la fameuse matière noire, coïncidant avec le volume manquant de notre univers. La théorie du Big Bang prévoit une masse de l'univers. La masse des étoiles et des objets dans les galaxies représenterait 4% de la masse totale. Cela signifie que 96% de l'univers serait la supposée masse noire. Or, les calculs effectués sur la masse noire ne correspondent pas avec ceux des simulations. La logique ne serait donc pas une constante dans l'univers, jusqu'à plus ample informé. La gravitation, qui aurait dû avoir pour conséquence un ralentissement de l'expansion de l'univers, selon la théorie du Big Bang, n'apparaît pas être confirmable. Il semble, au contraire, être démontré que l'expansion de l'univers s'accélère, au lieu de stagner ou de ralentir. L'énergie étant proportionnelle à la masse, correspondrait aux 75% manquants de la masse de l'univers. Il a donc été décidé d'appeler ceci de l'énergie noire. L'univers apparaîtrait donc ainsi être composé de 5% d'atomes, qui est la matière visible, de 25% de matière noire et de 70% d'énergie noire. Les simulations informatiques semblent corroborer ce schéma. Il serait le modèle standard. Une équation, E égale mc2, signifie que la masse mesure la quantité d'énergie. Elle ne mesure pas la quantité de matière d'un corps. L'implication signifie que l'inertie d'un corps, c'est-à-dire la difficulté de sa mise en mouvement, ou sa résistance au mouvement, est égale à l'énergie cinétique d'un corps, nécessaire à sa mise en mouvement. Cela précise qu'il existe, en physique, une vitesse qui ne peut pas être dépassée, c'est celle de la lumière et qui explique aussi, que la trajectoire d'un corps massif, dans un champ de gravitation, ne dépend pas de sa masse. C'est donc la masse de gravitation qui établit le poids. Seulement la masse inerte mesure la résistance au mouvement du corps. La trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Or, la chute annule le poids. Cela permettrait d'expliquer la masse des particules.
Cela permettrait aussi d'expliquer la présence d'une particule élémentaire, correspondant à un champ, partout présent dans l'univers, auquel toutes les autres particules seraient couplées et dont le couplage leur donne leur masse. Il s'agit alors de pouvoir déterminer l'énergie des particules. La pensée oscille ou ondule entre des contraires, le bien et le mal, le vrai et le faux, etc. La pensée est d'abord immanence, sans dissociation du temps et de l'espace. L'action et son résultat représenteraient l'élément présent dans l'univers physique. À l'inverse, la transcendance apparaît comme étant une autre élaboration de la pensée, représentant une sorte de réconfort, visant à se répartir dans une vie, située au-delà de l'univers physique. Il s'agit là d'une philosophie idéale de notre existence, par une répartition entre l'univers physique et un univers structurel de la conscience. La pensée serait donc un modèle ondulatoire entre la physique et sa structure, permettant à chaque être d'organiser sa conscience, par des phases successives. L'électron-particule serait une onde de potentialité. Tout est en tout, mais rien de potentiel ne peut exister, sans notre observation. Il y a bien une superposition de possibilités, en expansion, mais rien n'est défini réellement. C'est à partir de cette énergie sous-jacente que se crée le monde imaginaire que nous connaissons. C'est simplement l'intention d'être qui crée. En effet, plus on observe la réalité de l'univers physique et plus il apparaît absent. Les éléments n'apparaissent que dans leur rapport avec les autres et entre eux. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la structure de la matière, nous nous apercevons que l'existence des objets est fictive. Il n'y a plus que des relations, sans localisation ni espace. Notre réalité n'est alors qu'une construction par nos perceptions. La matière n'étant qu'énergie, elle n'est qu'apparence. En raison de la réalité du point de départ où tout était réuni, tout reste réuni malgré l'espace apparent. C'est l'énergie qui constitue la matière qui nous connecte. Nous constituons nos perceptions en modèles. Nous créons une réalité en fonction de nos moyens d'observation. La réalité, elle, est tout autre, elle est l'énergie des masses en mouvement. Chaque être est le résultat d'un conditionnement et de sa connectivité à l'ensemble. La conscience de soi n'apparaît alors que comme une résonance. C'est un concept d'information. Nous nous trouvons dans un modèle gravitationnel et relationnel. Matière. L'étude de la matière, dans ce qu'elle est de plus intime, c'est-à-dire dans sa structure, nous démontre notre étroite liaison avec son ensemble. Elle se présente en tant que superposition de possibilités. Rien n'y est absolument défini. L'énergie et la lumière s'y confondent pour y former un univers imaginaire. C'est la physique des probabilités. Les réponses qu'elle apporte ne sont ni claires ni réconfortantes. Tout, dans l'univers, n'est que mystères et énigmes. Nos réalités ne sont que des séries d'expériences. La réalité, constatée à partir d'hypothèses vérifiées, démontre une inexistence de la matière, en apparente totale contradiction avec les théories de la physique classique. Le fait même d'observer des particules qui apparaissent à la fois en tant qu'ondes et en tant que particules les ferait changer d'attitude. Plus on observe une particule élémentaire et plus on se rend compte que son existence ne peut être observable. Ce n'est que lorsqu'elle est en rapport avec d'autres éléments de l'univers dans son entier qu'elle se découvre. Cela peut signifier que plus on observe la nature de la matière et plus sa réalité s'évapore. Ces observations nous démontrent que tout objet, tel qu'il nous apparaît, n'existe pas. Il n'est qu'une relation, sans localisation et sans cette notion de temps, que nous lui accordons. Toute la matière qui nous apparaît sous une forme de matière solide n'est qu'une apparence, sans réalité. Quelle serait alors la réalité ? C'est notre cerveau, à partir des signaux émis par les sens, qui créerait cet univers tel que nous le percevrions. C'est lui qui crée ces hologrammes, images à 3 dimensions, nous faisant croire à une réalité qui n'existerait pas. Chaque hologramme n'est qu'une métaphore, c'est-à-dire une image, qui crée les 4 dimensions, la longueur et la largeur, le volume et le temps, que nous accordons à notre environnement. Cela serait tout simplement la traduction d'informations en plusieurs dimensions. Une mise en réalité d'une invraisemblable partie de ce concept.
Ce sont des catégories conceptuelles ou notions qui décrivent une réalité, réalisée par des phénomènes mentaux. La réalité de l'univers quantique devient un calembour, sorte de plaisanterie, absolument déroutante pour nous qui sommes attachés à cette réalité fictive, présentée par notre cerveau. L'étude de la matière, dans son environnement quantique, nous démontre qu'elle est connectée physiquement, puis séparée ultérieurement, par son énergie. Cela veut dire que tout l'univers est ainsi interconnecté et lié, puisqu'il était une unité à son point de départ. Cette évidence nous oblige à considérer que l'univers ne serait pas un, mais se constituerait en pluri-univers parallèles. C'est la théorie du quantique qui nous oblige à prendre ce modèle en considération. Une théorie de l'univers parallèle, à partir du constat de la théorie des électrons parallèles, considérant que nous sommes, nous aussi, des constructions d'atomes et que les atomes existeraient dans plusieurs endroits à la fois, nous fait considérer que nous aussi, nous existerions dans plusieurs endroits, simultanément. Tout serait donc ainsi interconnecté. La réalité individuelle qui nous apparaît ne serait donc qu'une simple illusion. Une simple illusion dans notre conscience physique. Cette illusion n'est pas à être cherchée ailleurs que dans notre mental. Il s'agit, bien sûr, d'une nouvelle façon de penser l'individu en tant qu'unité. Ce sont les infinités de cette nouvelle conception qui établissent les perspectives de l'infinité de la pensée et de la conscience. Nos perceptions sont limitées et elles ne nous permettent pas d'appréhender l'univers dans sa réalité. Nous essayons de percevoir des niveaux de la réalité, à partir de méthodes ou de méthodologies. Cependant, ces méthodes ne peuvent pas nous permettre d'appréhender l'univers dans son exactitude. Nos notions matérialistes et fondamentales, dans leurs apparences, données par nos sens, nous empêchent d'accéder à la connaissance globale qui nous permettrait de comprendre une autre réalité. Il nous faut donc comprendre les vrais événements, avec ceux qui sont purement illusoires. Comment comprendre un univers physique, montré par nos sens, à partir des signaux électriques transmis à notre cerveau, en tant qu'image, par rapport à un univers conceptuel, exclusivement énergétique, par l'apport d'informations. La conscience apparaît alors comme un rêve qui serait le prolongement de notre imagination. Notre réalité ne serait-elle donc qu'une illusion? Où se situe alors notre libre arbitre? L'endocausalité serait la manifestation du libre arbitre, c'est-à-dire le pouvoir de décision, soit la liberté, la souveraineté et la créativité, non maîtrisables, par ailleurs. Cependant, les liens qui sont créés par les interconnexions, de solidarités invisibles, et qui nous unissent, seraient une allomatière, soit une exocausalité. Tant qu'il n'y a pas d'observation, il y a des superpositions de possibilités. Dès lors qu'il y a observation, il ne reste qu'une seule possibilité. Toutes les possibilités sont là, jusqu'à ce qu'une seule soit définie. Qu'est-ce que le quantique, c'est-à-dire ses faits, son interprétation? Le quantique précise qu'une particule peut se trouver dans plusieurs endroits et plusieurs états, à la fois. Les éléments qui nous entourent ne seraient que des mouvements possibles de la conscience. Qu'est-ce que la conscience et son schéma explicatif? Où seraient les éléments qui pourraient survivre à notre départ de l'univers physique? Est-ce que les acquis de notre passage dans le physique seraient stockables? Ne serions-nous là que pour capter ce qui nous entoure? Ou bien, avons-nous une possibilité d'interaction? Quelle est la puissance de la pensée sur les éléments, sur les événements? Ne peut-il y avoir, en fait, qu'une interprétation, sans certitude? Cela pourrait être un raccourci entre le conscient dans l'univers physique et l'inconscient, dans un autre modèle vibratoire, en dehors de l'organisation de la matière. Cela pourrait expliquer la notion des mémoires cellulaires, constatée chez les personnes ayant bénéficié de greffe d'organes. On touche là, à un état aléatoire, de l'état quantique. C'est la relation entre l'immanence et la transcendance. Tout ceci remet en cause tous nos concepts de logique habituels sur la matérialité. Il nous faut alors entreprendre un tout autre cheminement pour comprendre et réconceptualiser notre conception de l'univers physique. Cependant, ce type de démarche est particulièrement enrichissant dans la construction intrinsèque du soi.
Il s'agit, bien sûr, d'un tout autre modèle de raisonnement. C'est une démarche consistant à tenir compte du ressenti et de l'intuitif, sans tomber dans l'imaginaire, ni dans la fiction. Ces dernières démarches débouchant, généralement vers les concepts des sectes religieuses, institutionnelles ou pas. Il convient de conserver une logique conceptuelle. La réalité des observations se trouve dans leurs interactions, pas dans leurs aspects. La notion d'holomatière, dont les éléments sont purement immatériels, permet de comprendre la relation qui peut exister entre des perceptions sensorielles particulières, développées chez certaines personnes, en opposition avec le vécu du quotidien. Elle permet de déboucher vers des notions totalement inconnues, appelées paranormales, faute d'une autre définition. Notre physique classique, beaucoup trop étroite, ne nous permet pas d'identifier les autres éléments d'interconnexion. L'intemporalité des phénomènes pourrait nous faire prendre en considération une possibilité d'existence, non seulement, d'une continuité, au-delà du physique, mais, plus surprenant encore, au-delà de l'existentiel. Y aurait-il alors une possibilité d'acquisition totale des connaissances, nous permettant d'atteindre un niveau d'immortalité de la conscience? S'agirait-il, tout simplement d'une forme de science de la conscience, cérébrale ou autre? La physique quantique nous permet ainsi d'appréhender un autre niveau de la physique classique. Il nous faut considérer que tout n'est que possibilité de la conscience. Les neurosciences et la métaphysique ou l'ontologie du conceptuel nous permettent d'appréhender notre niveau de conscience. Cela pourrait nous permettre de comprendre comment le cerveau établit les potentialités de la conscience. Ces différentes considérations nous permettent justement de comprendre la possibilité d'une création de conscience artificielle. Le cerveau, que l'on peut considérer comme une organisation de la conscience, peut nous faire comprendre l'utilité de la maîtrise d'une conscience quantique, par le pouvoir décisionnel qu'il représenterait. Cette nouvelle considération de notre univers débouche inexorablement vers la notion de santé. Nos soins sont ordinairement axés sur des apports chimiques permettant de soigner localement. Il serait possible d'envisager une médecine pré-quantique, par des soins moléculaires, apportés par d'autres niveaux de médication. Une autre médecine serait dite quantique, par l'apport de machines électromagnétiques, pouvant soigner sans dégâts collatéraux. Une nouvelle médecine appelée, elle, supraquantique ou thérapie quantique interactive, et qui serait susceptible d'exploiter les liens de solidarité avec la matière. Enfin, une médecine, nommée miraculeuse, qui serait en totale contradiction avec notre conception de notre univers et de son acception, mais pour laquelle des faits sont constatés, sans explication rationnelle. La modification des équilibres, par les interactions vibratoires, ondulatoires informationnelles, énergétiques, participerait au changement. Les phénomènes d'intrication et d'interconnexion interagiraient sur des implications réciproques. Il s'agit là, de la capacité réactive à la nécessité de survie, en raison de la capacité des implications qui en découlent. L'ADN ? Chaque organisme détient des informations génétiques encodées dans une molécule. Il s'agit d'une séquence d'informations moléculaires qui comporte l'enregistrement de tout ce qui est nécessaire pour construire l'organisme et à le faire fonctionner. Ce sont 4 briques de construction chimique appelées adénine, thymine, cytosine, guanine. Leur disposition crée le code génétique, c'est-à-dire les instructions permettant de construire un corps, à partir de protéines et d'autres composants. Cependant, une partie du code n'est pas utilisée. Un surplus génétique de rebut, en quelque sorte, qui permettrait d'y cacher un message codé, sans compromettre la fonctionnalité d'un organisme. En effet, l'ADN est le code universel. Existerait-il un lien entre les espèces de notre planète et d'autres espèces dans l'univers? C'est effectivement ce que révèlent des fragments de météorites, chondrites carbonées, contenant des molécules organiques qui sont les bases nucléiques, permettant d'établir le lien direct avec les acides aminés. Elles sont parvenues jusqu'à nous et datent de l'origine de notre système solaire. Ces bases azotées dites nucléiques sont, en fait, les 4 composantes A, G, C et T de l'ADN, ces molécules qui relient les 2 brins de la double hélice de nos chromosomes.
Le corps humain pourrait être considéré comme possédant trois enveloppes, une enveloppe physique, une enveloppe spirituelle, une enveloppe de la conscience. La matière n'est que de l'énergie. L'énergie peut devenir de la matière. La structure matérielle a besoin d'une grosse quantité d'énergie pour se maintenir sous une forme matérielle. C'est cette importante quantité d'énergie qui maintient notre enveloppe physique. Les flux et les champs d'énergie sont repérables autour de la matière physique. Il en est de même pour les plantes et les diverses variétés animales dont l'humain fait partie. Des champs lumineux sont repérables autour de chacun de leurs corps. De nombreux appareillages ont été réalisés afin de pouvoir étudier les implications de ces champs énergétiques entourant les êtres. Il est devenu possible de mesurer ces quantités d'énergie et leur signification. Les images obtenues s'appellent des bioélectrographies, aussi appelées effets Kirlian, maintenant traités par informatique. Ces champs lumineux sont des effets quantiques, intégrants, de la physique des particules. Chacun d'entre nous est tout être vivant émettant des photons. Chaque être contient des milliards de cellules. Chacune de ces cellules a une fonction particulière. La fonction de ces cellules est conditionnée par une zone de stockage des informations qu'on appelle un génome. Le génome qui se présente comme une zone de stockage de l'information comprend un système de stockage. C'est la mémoire de la cellule située à l'intérieur du noyau. Ce système de stockage de l'information fonctionne à partir d'une molécule qui contient le génome, c'est-à-dire la mémoire et des protéines, soit des programmes. La particularité de cette molécule est que son encodage est spécifique pour chacune des cellules. Il contient un génome particulier et chaque cellule sait lire l'encodage réalisé à partir des chromosomes. Chaque gène est un segment génétique. Il s'agit d'une protéine qui est une chaîne unique et continue d'acides aminés. Chaque chromosome contient 4 séries de molécules et leur signification. On appelle cela le stockage de l'information génétique par code quaternaire. Par comparaison, l'encodage de base des informations de l'informatique actuelle se fait à partir d'un code binaire fait de zéros et d'un. Chaque cellule ne peut fonctionner qu'à partir des informations contenues dans ces molécules. Chaque molécule étant constituée de 3 milliards de codes. Chaque molécule se présente comme un livre d'instructions et de références, consultable par la cellule. Bien évidemment, le volume d'instruction d'un livre génétique dépend du rôle de chaque molécule et à quelle zone elle appartient. Par voie de comparaison, le livre de référence d'un virus contient très peu d'informations et de références, en comparaison avec la cellule humaine. L'information du code génétique dépend de l'usage qui doit en être fait. Plutôt que de nous contenter de comprendre comment fonctionne l'enregistrement génomique, il paraît plus intéressant d'en modifier ses composants. Les organismes vivants deviennent la matière première de la recherche. Ce sont des bactéries qui sont mises à contribution, elles sont reprogrammées. C'est une réécriture de leur code génétique. Chaque cellule, de tout organisme, contient un génome qui est une zone de stockage des informations. Il s'agit d'un noyau contenant des chromosomes. C'est un langage commun à toute forme de vie, de l'unicellulaire au multicellulaire. La molécule comprend 4 bases chimiques répertoriées, c'est le code quaternaire AT-GC, à l'intérieur du noyau. À partir de cette biologie chimique naturelle, de grands groupes économiques multinationaux fabriquent une biologie artificielle. De nouveaux organismes sont en création, dénommés biologie synthétique. La molécule artificiellement ainsi créée comporterait des bases chimiques différentes. De quelle façon sera-t-elle utilisée ? Son utilisation prévoit-elle aussi une sélection dans le genre humain ? Quels seront les effets de ces changements sur la société humaine ? Il convient de préciser que le gène, qui est l'enregistrement des références, est conditionné et modifié, dans le temps, par son environnement, par des mutations. Ce sont ces mutations qui permettent l'évolution de chaque espèce. Le génome humain contient 25 000 gènes, par comparaison avec certaines bactéries, qui n'en contiennent que 1000. Avec la théorie de l'évolution, les humains partageraient un ancêtre commun avec les bactéries. Nous aurions donc accumulé 24 000 gènes supplémentaires en 2 milliards d'années, soit un gène supplémentaire tous les 100 000 ans.
Les nouveaux gènes apparaissent, par mutation aléatoire et par sélection naturelle. Cela augmente la complexité d'un organisme et ajoute de l'information au génome. Le code génétique est universel. Il est identique pour tous les éléments vivants. Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que chacun d'entre nous abrite plusieurs milliers de bactéries, dont le rôle est en symbiose avec nous. Le génome n'est qu'un enregistrement basique de référence. Il évolue en fonction des propres centres d'intérêt du sujet qui l'abrite. Le destin des espèces n'est pas déterminé par la génétique, ni par ses caractères héréditaires, ni par son environnement, mais par une juxtaposition d'événements. Ce sont les différents messages qui participent à la fabrication des protéines, les molécules indispensables au développement, au fonctionnement et à la régulation de l'organisme. Énergie. Une énergie éternelle, captée, est-elle la clé? L'intégralité universelle et l'action des attractions opposées formeraient un tout unifié. Toute force aurait une force égale et opposée. De ce fait, à tout processus, il existerait un processus égal et opposé. Cette possibilité qui s'appelle les miroirs de conjugaison permet d'envisager une nouvelle structure de la physique classique. Une utilisation nouvelle de l'énergie découlerait de cette structure. Il s'agirait là d'un nouveau modèle de la physique, permettant de réaliser ce que nous considérions, jusqu'alors, irréalisable. La mémoire serait inhérente à toutes les structures du minéral jusqu'à nous. Il y aurait un rapport de cause à effet, par la résonance des formes. Il s'agirait d'un processus éloigné dans l'espace et le temps, qui constituerait une mémoire collective, sans impact des distances. Il y aurait un modèle de structure, indépendant de notre environnement matériel, pouvant changer et restructurer cet environnement et en particulier celui de l'humain. Chacune de nos connaissances individuelles serait rattachée à une connaissance collective. La séparation individuelle ne serait alors qu'une illusion. Il pourrait aussi y avoir une conscience cosmique, en relation avec l'ensemble de toutes les formes de la pensée, qui habiterait toutes les formes d'organisation, à travers les sens ou les résonances. Il y aurait un modèle global derrière les structures et les formes. Il s'agirait d'un modèle dynamique, sans lien ni cause, agissant en réciprocité. Il y aurait donc affectation d'un ensemble, vers un autre ensemble, par transmission instantanée de l'information. Il y aurait une interdépendance et une conscience universelle. L'univers renfermerait les ressources utiles afin de parvenir à structurer l'ensemble, selon les nécessités. Une certaine approche électromagnétique pourrait permettre de pénétrer la réalité physique pendant qu'elle est encore en état de probabilité. Il s'agirait d'un calcul probable, d'une façon déterministe, d'une réalité physique, elle-même. Cette faculté a pour conséquence d'annihiler le matérialisme par le changement d'état de la matière. C'est là un nouveau concept de la réalité. Le concept de perception est une abstraction permettant de modeler cette perception, qu'elle soit mentale ou physique. La prise de conscience, par l'ensemble de l'humanité, peut seule nous permettre d'obtenir le niveau de connaissance indispensable à notre évolution parmi ces éventuelles entités cosmiques. Seule la connaissance globale, sans ambiguïté, sans exclusion, peut permettre une avancée technologique supérieure. Le plus difficile, pour y parvenir, sera le changement des comportements chez l'humain. Il sera nécessaire de changer les modèles culturels, philosophiques, politiques, religieux, économiques et ceux de la recherche fondamentale. Il devient indispensable de penser notre avenir, dans le modèle cosmique, sinon nous disparaîtrons, tout simplement. Notre insouciance et notre inconstance actuelle nous propulsent vers l'abîme. Nous sommes actuellement en totale insécurité. Mathématiquement, physiquement, traditionnellement, notre univers semblerait ne pas avoir de réalité. La physique quantique pourrait le démontrer. L'univers physique pourrait n'être qu'une reproduction mentale. Certains théoriciens considéreraient même que ce qui nous entoure n'est constitué que d'ondes. Cela semblerait pouvoir permettre de vérifier qu'à partir des ondes, il serait possible de concrétiser une réalité que l'on désire réaliser.
Autrement dit, si cet univers n'est qu'une construction mentale, il ne s'agirait pas d'un univers, mais de notre univers en particulier. Ainsi, chacun de nous aurait son univers, en fonction de son identité et de son intériorité. Notre conscience réaliserait telle des créations. Il nous faut donc apprendre à penser différemment de la logique habituelle et faire intervenir la notion de « champ ». La définition de la physique classique pour un champ, c'est une structuration de l'espace. Un champ physique serait alors électromagnétique et il serait présent dans chaque cellule. Il est possible d'observer que les particules, qui sont la structure du noyau d'atome, ont une des particularités qui est d'être une onde et une autre particularité qui est d'être une particule ayant une fonction de communiquer avec toutes les autres particules, de façon intime et immédiate. Cela signifie que, par notre construction atomique, chaque unité que nous représentons est rattachée à l'ensemble et que cet ensemble représente aussi une unité. Dans ce cas de figure, lorsque l'unité que chacun de nous représente n'a pas de directive particulière, c'est l'ensemble, autre unité, qui prend les initiatives. Cela signifie aussi que ce qui est vécu, dans l'immédiat, ne peut être changé. Nous serions, de ce fait, prisonniers de nos pensées, actuelles et passées, qui se réactualiseraient. Or, actuellement, nous projetterions vers l'avenir les conséquences du passé. Les choses seraient telles, tout simplement, ce qu'on pense d'elles. Chacun de nous pouvant ainsi devenir ce qu'il pense. Il y aurait donc, à l'intérieur de chaque cellule, un champ physique électromagnétique, un champ de mémoire situé en dehors de l'espace et du temps. Il serait même situé dans un autre univers où tous les phénomènes seraient simultanés, mais non matériels, et enfin un troisième champ qui pourrait effectuer la liaison entre les deux et qui aurait pour conséquence de transformer l'onde en énergie. Dans ce cas de figure, l'énergie serait un support de l'information. Toute source d'énergie ne serait, dans ce processus, qu'une somme d'informations ingérées. Elle ne serait que le support de l'information. L'information immatérielle serait donc partie intégrante des formes. Toutes les formes possédant leurs informations, qui définissent les limites de ces formes. Le fait de changer une forme changerait aussi son information. Il se pourrait également qu'il y ait, par voie de conséquence, une mauvaise gestion des informations qui nous parviennent, notamment, dans l'absorption de l'énergie. Chaque forme informerait l'environnement et serait informée des changements dans l'environnement. Les informations sont exprimées au niveau physique. L'incapacité à gérer l'information reçue aurait, par ce fait, des conséquences et des répercussions. Cela pourrait expliquer les zones de conflit, les difficultés à les gérer et leurs conséquences. Lorsqu'un nombre restreint de personnes apprend une nouvelle façon de penser, de vivre ou d'agir, ce nouvel apprentissage reste connu des seuls intéressés ou initiés. Il suffit qu'un plus grand nombre accède à ce nouvel apprentissage, pour qu'une nouvelle conscience atteigne l'intégralité d'un groupe. Cela s'appelle la mutation ou le basculement de la conscience collective. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection